خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير azul fillah والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons tout à l'heure évoqué dans une émission l'enquête judiciaire ou l'information judiciaire qui a été ouverte à Paris en France par un parquet, par une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance économique et financière, à savoir le parquet national financier, qui a ouvert une enquête sur le patrimoine immobilier estimé à plus de 7 millions d'euros d'un ancien dirigeant algérien qui est une figure historique du régime algérien, à savoir Mohamed Bedjaoui. Mohamed Bedjaoui, 96 ans aujourd'hui, on en a parlé dans une émission tout à l'heure, l'un des premiers ministres de la justice en Algérie, une figure historique du régime algérien depuis l'indépendance jusqu'au milieu des années 2000. Il vit en ce moment en France, au niveau de Neuilly-sur-Seine, selon nos informations, dans les Hauts-de-Seine, avec un patrimoine immobilier de 7 millions d'euros qui intrigue les juges français et qui a été donc signalé par des députés, par des personnalités politiques et des députés notamment français. Il s'agit d'un député qui s'appelle Philippe Lacampe qui a signalé à la justice française des soupçons, qui a signalé des informations qui démontrent ou qui indiquent que la provenance des fonds ayant permis à Mohamed Bedjaoui d'acquérir un patrimoine financier et immobilier impressionnant en France serait d'origine illégale. Donc il y a eu déjà deux premiers signalements et depuis 2024 et cette année encore 2026, la justice française est en train d'enquêter sur des faits de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent. L'enquête elle est menée par le pôle financier financier du tribunal judiciaire de Paris, sous la houlette d'un juge qui s'appelle Serge Tournaire. Ces éléments ont été confirmés et révélés par le journal du dimanche, le fameux et célèbre journal hebdomadaire français, qui lui nous apprend que les juges français essaient de comprendre comment quelqu'un qui touchait que 15 000 euros par mois lorsqu'il était juge à la Cour internationale de justice, on a parlé comment il s'appelle, de Mohamed Bedjaoui quand il était juge à la Cour internationale de justice et ancien président de la Cour internationale de justice, comment il a pu acquérir des biens, des maisons et des appartements d'une valeur de plus de 7 millions d'euros à Paris, notamment dans les Hauts-de-Seine, au niveau de Neuilly-sur-Seine. Les juges français estiment que ce sont des opérations d'acquisition qui sont suspectes dans la mesure où elles sont décorrélées des revenus d'un juge international. Et on estime que les rémunérations que touchait Mohamed Bedjaoui n'expliquent pas toujours, ne peuvent pas expliquer à elles seules la fortune importante dont dispose Mohamed Bedjaoui. Mohamed Bedjaoui, par exemple, est impliqué dans l'acquisition d'une maison située à Neuilly, d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, d'une valeur de 3 millions et demi d'euros. Le vendeur de cet appartement n'est autre que la famille royale saoudienne, d'Arabie Saoudite, qui avait racheté le bien à hauteur de 4 millions d'euros et qui a été donc, qu'il a revendu moins cher, 3 millions et demi d'euros. Donc c'est une opération très suspecte, etc. Ça s'est passé en 2011. Comment donc un juge qui avait un salaire quelques milliers d'euros, pouvait en 2011 acheter une maison ou un appartement à 3 millions et demi d'euros à la famille royale de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a des soupçons de corruption, de trafic d'influence, d'enrichissement illicite, et c'est tout à fait légitime pour la justice française d'enquêter là-dessus. Mais malheureusement, Mohamed Bedjaoui, on ne peut pas parler de lui sans parler d'un autre Bedjaoui. En fait, Mohamed Bedjaoui, il a été complètement oublié alors que c'est une figure historique importante du régime algérien, pour une raison simple, on l'a déjà expliqué dans la précédente émission, c'est que Mohamed Bedjaoui il a été ministre des Affaires étrangères de 2005 à 2007, il était président de la Cour internationale de justice de 1994 à 1997, il était juge à la Cour internationale de justice de 1982 à 2001, mais il était surtout l'un des plus importants, les plus historiques ministres de la justice en Algérie de 64 à 1970. Il a été ambassadeur dans plusieurs pays, notamment en France. On parlera de Mohamed Bedjaoui, je pense, plus tard. Ça mériterait qu'on lui consacre une émission, qu'on va essayer de le faire tout à l'heure. Mais Mohamed Bedjaoui, pourquoi il a été oublié? Parce qu'il y a un autre Bedjaoui qui a pris le dessus et qui a fait de l'ombre à Mohamed Bedjaoui. Il s'agit de son neveu Farid Bedjaoui, qui est l'un des acteurs principaux, pour ne pas dire le personnage principal, du scandale Sonatrach 2 et 3, qui implique Chakib Khalil, l'ancien ministre de l'énergie et des mines à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, le grand ministre de 1999 à 2010, le grand scandale, le fameux scandale de Farid Bedjaoui. Farid Bedjaoui, qui était aujourd'hui, il est âgé de plus de 50 ans. Alors en 2018, il avait 48 ans. 2 ans, ça fait 50 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 56 ans. Farid Bedjaoui, il est soupçonné
il a été accusé officiellement par la justice algérienne d'avoir joué le rôle d'intermédiaire et de facilitateur dans le cadre de 7 contrats obtenus par la firme italienne Saipem, qui est le filiale du géant italien Eni, l'équivalent de Total en France. Saipem, à travers la filiale de Eni, elle avait reporté, durant la période de Chekib Khalil, des contrats d'un montant de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Et la commission de Farid Budjawi, en échange de ses services rendus à Saipem et de ses interventions pour permettre à Saipem d'obtenir 8 milliards d'euros de contrats en Algérie, il avait touché une commission de 197 millions d'euros. Pour la justice algérienne et pour plus tard la justice italienne, cette commission est un pot de vin qui a été versé à Farid Budjawi, qui l'a partagé ensuite avec Chekib Khalil, qui était ministre de l'énergie à l'époque, et par la suite avec d'autres dirigeants algériens. Farid Budjawi, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2014. Non, bien avant, depuis 2013, je crois, par les autorités algériennes, et par la suite, depuis 2014, par le procureur du tribunal de Milan. La justice italienne le recherchait comme la justice algérienne. Donc, entre 2007 et 2009, effectivement, le groupe Saipem avait conclu 7 contrats d'une valeur de 8 milliards d'euros. En contrepartie, 197,9, presque 200 millions d'euros, avaient été virés sur des comptes que Farid Budjawi détenait, notamment en Europe et en Asie. Donc, selon la justice italienne, comme selon la justice algérienne, une partie de cet argent a servi à corrompre des hauts responsables algériens, comme Chekib Khalil, qui était l'ex-ministre algérien de l'énergie et des mines de 1999 à 2000. Donc Chekib Khalil Farid Budjawi faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre eux en 2013 par la justice algérienne. Sauf que Chekib Khalil, on connaît son histoire, il est revenu en Algérie par la suite, avant la crise politique de 2019. Ensuite, après la crise politique de 2019, il a disparu, il est reparti aux États-Unis d'Amérique où il coule une retraite dorée. Et cette affaire, Sonatrach 1 et 2, plutôt 2 et 3, pas l'affaire 1, parce que ce scandale de Sonatrach 1, c'était un autre personnage, c'était d'autres montants, d'autres marchés. Chekib Khalil et Farid Budjawi, c'est le scandale de Sonatrach 2 et 3. C'est lui le plus connu de ces personnages et c'est lui qui a fait de l'ombre à son, et c'est le neveu de Mohamed Budjawi, et c'est peut-être grâce à lui, parce que Mohamed Budjawi pourrait remercier Farid Budjawi par la suite, puisque c'est un peu grâce à lui qu'il s'est fait totalement oublier. Alors que Mohamed Budjawi, je le rappelle, a été condamné dans l'affaire Sonatrach 3 à 5 ans de prison ferme en janvier 2023, parce que la justice algérienne l'a condamné par contumace parce qu'elle considère que Mohamed Budjawi, c'est lui qui a aidé son neveu Farid Budjawi à tisser des liens importants avec les dirigeants algériens, à faire du lobbying en Algérie et donc à s'imposer comme un lobbyiste, comme un intermédiaire très puissant et influent en Algérie pour pouvoir permettre aux Italiens de Saipem de remporter les fameux 8 milliards d'euros de marché. C'est bien entre 2007 et 2009, plus exactement, 9 à 8 milliards. 8 milliards d'euros, c'est presque 9 milliards de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est une une somme très très importante. Mais maintenant, on va s'intéresser à Mohamed Budjawi parce qu'il faut savoir que, plutôt on va parler de Farid Budjawi parce que Mohamed Budjawi, on va le laisser pour plus tard. Il faut savoir que nous avons, il y a une information importante qui a été révélée, c'est que Farid Budjawi a disparu dans les plus personne ne parle de lui. On sait que nous, Algérie, on a parlé qu'il a été placé, il a été arrêté une fois en Espagne entre 2023 et 2022. Par la suite, il a été relâché. Aujourd'hui, il vit au Cambodge. Il a changé de patronyme. Il a complètement disparu selon les informations qui ont été révélées par le journal de dimanche qui a enquêté sur la fortune suspecte de Mohamed Budjawi, sur l'enquête judiciaire qui a été lancée donc par le parquet national financier français, par la justice française sur la fortune de Mohamed Budjawi, qui est liée, la fortune de Mohamed Budjawi, elle est liée à Farid Budjawi. Mohamed Budjawi est soupçonné de s'être enrichi grâce aux activités de lobbying et aux interventions dans les affaires de corruption en Algérie de son neveu Farid Budjawi. Farid Budjawi aujourd'hui, il a été, selon les informations qui ont été confirmées par le GDD, et c'est des informations que nous avons nous aussi pu confirmer auprès de plusieurs sources, Farid Budjawi, il se serait installé au Cambodge. Le Cambodge, c'est un pays qui est situé à côté de la Thaïlande, et il aurait été naturalisé, il a pris la nationalité du Cambodge, il a même changé de patronyme, il vit donc au Cambodge, ce pays de
l'Asie, qui est beaucoup moins connu que la Thaïlande, beaucoup plus discret, mais qui serait un pays en pleine explosion touristique et qui offre une certaine qualité de vie aux personnes qui ont de l'argent. On va revenir un petit peu sur le parcours de Farid Bidjaoui. Comment ce monsieur, maintenant qui a disparu, il s'est fait naturaliser au Cambodge. Donc, je rappelle que en 2020, il y avait un rebondissement majeur vers la fin de l'année 2020, vers décembre 2020, le 14 décembre plus exactement. Le tribunal, la Cour de cassation en Italie, a rejeté le pourvoi introduit par le procureur général de la Cour de Milan et elle a décidé de innocenter le Farid Bidjaoui, Chakib Khalil et un certain nombre de hauts responsables d'intermédiaires qui ont été cités par la justice italienne et par la justice algérienne dans l'affaire, dans les scandales de corruption de Sonatrach 2 et 3. Depuis 2020, Farid Bidjaoui a été innocenté par la justice italienne. Il n'y a que la justice algérienne qui a maintenu à son encontre un mandat d'arrêt international et qui l'a condamné pour corruption et qui maintient ses accusations. En Italie, il faut savoir que depuis décembre 2020, c'est bon. La Cour de cassation, la justice italienne a considéré comme elle avait annulé en janvier 2020 le verdict de la première instance sur l'argument qu'il n'y avait pas de preuves, qu'il n'y a pas des preuves suffisantes pour démontrer l'implication de Farid Bidjaoui et d'un certain nombre d'autres intermédiaires proches de Chakib Khalil comme Samir Ouraïd ou Omar Habbour. Il n'y a pas de preuves qui les accablent et qui prouvent qui démontrent réellement qu'ils avaient versé des pots de vin à des dirigeants algériens pour obtenir des contrats auprès de Saipem. Et pourtant, les trois premiers, Farid Bidjaoui et les autres intermédiaires auprès de Chakib Khalil avaient été condamnés en septembre 2018 par le tribunal de Milan à 5 ans et demi de prison ferme. Il y a 4 ans et 1 mois pour Farid Bidjaoui, il a pris 5 ans et 5 mois. Et les autres intermédiaires, Omar Habbour et Samir Ouraïd, ils ont pris 4 ans et 1 mois. Donc, ils ont fait recours, etc. Par la suite, la Cour d'appel a confirmé l'acquittement prononcé en première instance en faveur de l'ancien PDG d'Eni Paolo Scarron, parce qu'il y avait des hauts responsables de Eni qui ont été condamnés à la prison ferme. Et en décembre 2020, l'affaire a été enterrée. Chakib Khalil n'a jamais été condamné, il a été uniquement cité. En 2019, la justice algérienne, à l'époque de Belkacem Sarmaté, avait lancé 2 mandats d'arrêt internationaux encore contre Chakib Khalil, sa femme et ses 2 enfants, pour les juger. Après, alors que les mandats d'arrêt internationaux de 2013 avaient été invalidés parce que Abdelaziz Bouteflika a permis à Chakib Khalil de revenir en Algérie. Je crois que c'était en 2016 qu'il est revenu. Je crois que c'était en 2016 ou non, en 2017. C'était en 2016, voilà. C'est en 2016 qu'il est revenu en Algérie, Chakib Khalil. Aujourd'hui, il est toujours en vie, Chakib Khalil, je le rappelle. Il est très âgé lui aussi. Et il est âgé plus exactement de 86 ans. Il ne s'est jamais exprimé lui aussi. Il n'a jamais raconté la vérité sur le scandale de Sonatrach 2 et 3. Donc, Farid Bidjaoui, il est innocenté, je le rappelle, par la justice italienne. La justice italienne, elle a décidé de l'innocenter en décembre 2020, considérant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves qui démontrent ou qui l'accablent de corruption ou d'avoir versé des pots de vin. Mais la vie de Farid Bidjaoui, elle est très mouvementée. C'est un véritable film. Farid Bidjaoui, c'est le neveu, effectivement, de Mohamed Bidjaoui. Il avait à la base 3 passeports. Il avait la nationalité française, canadienne et algérienne. Il est diplômé en gestion d'entreprise de la prestigieuse école de commerce de Montréal. Il a immigré avec ses parents, ses frères et ses sœurs au Canada. Dans les années 90, il s'est lancé d'abord dans l'importation du café. Avec ses frères, il avait 2 frères, Reda et Riyad. Et par la suite, ils ont créé une société qui s'appelait Bami Capital, un holding qui offre ses services aux investisseurs souhaitant s'installer au Canada et en Europe. Par la suite, Farid Bidjaoui s'est retrouvé dans une société d'investissement pétrolière et gazière basée à Dubaï, avec une liste de clients, notamment en Afrique du Nord. Et il possédait une luxueuse résidence à Dubaï, où il s'était réfugié entre 2012, 2011, jusqu'à pratiquement 2015-2016, quand il a été recherché par les autorités algériennes lors d'un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui en 2013 par la justice algérienne. C'est à Montréal que Farid Bidjaoui s'est fait connaître, c'est à Montréal qu'il a grandi, etc. Et c'est à Montréal que lui et ses frères ont commencé à faire leur fortune. Par la suite, les Bidjaoui, grâce Mohamed Bidjaoui et ses neveux, dont Farid Bidjaoui, ont commencé à s'enrichir. Les Bidjaoui ont commencé à acquérir des appartements très luxueux à Paris, par exemple un appartement de 300 mètres carrés dans une villa de l'avenue Foch à Paris, où le prix du mètre carré est de $15 000 à l'époque.
donc très très tôt, au début des années 2000. Ensuite, la fortune familiale des Beljaoui, il y avait elle comprenait un yacht et une grande villa située sur l'île espagnole de Palma de Majorque. Comment on appelle ça? Il y a eu un mariage, la fille de l'ancien, Fayez Beljaoui s'était marié à une riche héritière libanaise qui était la fille de l'ancien ministre de la Défense du Liban, Mohsen Rania. Fayez Beljaoui lui offrait des diamants d'une valeur de près de 1 million de dollars. Le Liban, malgré cela, lui a toujours refusé le passeport en raison de son implication dans le scandale de corruption. Et donc, Fayez Beljaoui est un personnage sombre. Il a eu une vie de jet-setter, une vie de baron, une vie de prince. Il a réussi très très tôt à avoir de l'argent. Donc c'est pas, on peut pas dire que c'est un vrai. Tout le monde, celles et ceux qui l'ont connu nous ont toujours confirmé que c'était un génie, que c'était un véritable génie, qu'en matière d'affaires, dans le business, c'était un véritable génie. Ça, il n'a pas réussi uniquement grâce à son lien de parenté avec Mohamed Beljaoui. C'est qu'il a commencé à s'enrichir d'abord à l'étranger, avant de venir faire des affaires en Algérie. Par la suite, quand au début des années 2000, comme je vous disais, s'était installé à Dubaï, avec son frère, avec son beau-frère Zied, il a créé une société qui s'appelle Ryan Asset Management, FZ, Fayez Beljaoui, qui est devenue très rapidement l'une des plus grandes sociétés de conseil d'investissement de Dubaï. Il a fait des affaires par la suite avec la société, avec la Sonatrach. Comment? En réalité, il a créé une société, il y avait une société qui s'appelle OGEC, spécialisée dans les projets pétroliers et gaziers, qui est également basée à Dubaï. Et en 2002, Fayez Beljaoui, il a eu un recours à l'argent, au fameux cabinet du Panama, Mossack Fonseca, pour ouvrir un compte bancaire pour sa société Ryan Asset Management. Et il a créé par la suite plusieurs sociétés au Panama. Où il a transféré vers le Panama une quinzaine de millions de dollars au profit d'associés et de la famille de Cheikh Ibrahim aux îles Vierges. Donc il avait des liens avec la famille de Cheikh Ibrahim, il a géré l'argent de la famille de Cheikh Ibrahim. Par la suite, Cheikh Ibrahim et Fayez Beljaoui se sont rencontrés pour la première fois au Liban en 2002, ce sont les informations qui sont disponibles. Plus tard en 2023, Cheikh Ibrahim, il va aider Fayez Beljaoui. Comment? Il va lui confier en 2003 la gestion d'un portefeuille d'investissement qui appartenait à Sonatrach de 2 milliards de dollars. Donc avec sa société à Dubaï, Fayez Beljaoui va gérer l'argent de Sonatrach. Cette somme, selon les investigations qui avaient été menées par la justice italienne, il va la faire fructifier avec l'intermédiaire de sa société de courtage qui est basée à Dubaï. 4 ans plus tard, juste après, c'est-à-dire 2003, c'est comme ça que Fayez Beljaoui s'est présenté à Saipem. C'est qu'il avait la légitimité aux yeux des Italiens. C'est comme ça d'ailleurs que Saipem s'est défendu quand la justice italienne a enquêté sur les affaires de corruption et sur cette affaire fameuse sur les versements d'impôts de vin de presque 200 millions de plus de 200 millions de dollars. C'est 197 millions d'euros, donc c'est pratiquement plus de 200 millions de dollars. Les Italiens, ils ont dit que nous, on pouvait pas douter de Fayez Beljaoui parce qu'en 2003, Cheikh Ibrahim il a confié 2 milliards de dollars d'argent de son attaque à Fayez Beljaoui qui les a gérés à travers une société basée à Dubaï. Donc c'est comme ça que Fayez Beljaoui a proposé ses services à Saipem. Donc, par la suite, il y a eu le scandale Sonatrach à partir de 2010-2011, quand Cheikh Ibrahim il avait quitté le pouvoir. Donc, en 2005, l'Algérie, elle avait besoin des Italiens parce que elle avait annoncé l'ouverture d'immenses réserves de gaz aux opérateurs étrangers. Il fallait faire des appels d'offres, etc. Les Italiens se sont rapidement positionnés pour prendre des marchés. C'est comme ça qu'entre 2007 et 2009, ils ont pris l'équivalent de 8 milliards d'euros de marché, presque à l'époque 9 milliards de dollars. Donc, Cheikh Ibrahim et Fayez Beljaoui étaient partenaires et étaient amis. Ils étaient amis, ensuite ils étaient partenaires. Et grâce à Fayez Beljaoui, les Italiens ont réussi à obtenir des contrats pour la construction d'oléoducs, de gazoducs, pour le compte de la Sonatrach. Ensuite, l'argent aurait servi pour alimenter un réseau offshore à travers Dubaï, avec les 200 millions de dollars de commission. Ils sont partis de Dubaï, ensuite à Singapour, ensuite à Hong Kong, ensuite on a retrouvé leurs traces dans des comptes en Suisse, à Londres, et par la suite au Liban, où il y avait où Fayez Beljaoui avait des sociétés au Liban. Donc il y avait tout un mécanisme qui a été mis en place par Fayez Beljaoui, qui n'est pas forcément illégal. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. C'est pas de l'évasion fiscale, c'est d'abord de l'optimisation fiscale avant de l'évasion fiscale. C'est-à-dire il a utilisé les failles du système financier mondial pour cacher de l'argent afin de ne pas payer d'impôts, pour ne pas déclarer ce revenu ni en Algérie, ni au Canada, ni en France, et ça a circulé de Dubaï
aux îles Vierges britanniques, jusqu'au Panama, jusqu'en Suisse, et même une partie de cet argent aurait été au Luxembourg. Il y avait pas mal d'informations, en tout cas, qui ont circulé sur la répartition de cet argent. Donc, Khalid Bidjaoui vivait à Dubaï. Il a beaucoup prospéré à Dubaï. Il a réussi à faire, grâce à sa société de gestion et de courtage basée à Dubaï, il a fait énormément d'argent. Et c'est comme ça que par la suite qu'on a entendu parler que de Farid. Mohamed Bidjaoui, il est venu plus tard. Mohamed Bidjaoui, il était juge à la Cour internationale de justice et on commence à soupçonner qu'il y a eu de l'argent qui a été donné par le neveu. C'est que Mohamed Bidjaoui s'est retrouvé dans l'histoire de corruption, dans les soupçons de corruption, d'enrichissement illicite, pour deux affaires. D'abord l'affaire qui l'opposait le Qatar au Bahreïn et qui en 2001, la Cour internationale de justice, elle a délimité les eaux territoriales maritimes du Bahreïn et du Qatar qui se disputaient quelques îles et entre ces îles-là, il y avait un champ gazier important. Et à l'époque, on avait soupçonné le Qatar d'avoir fourni des faux documents pour influencer la Cour internationale de justice. Ensuite, comme on l'a raconté dans la première émission, il y avait un virement de l'argent qui a été donné à Mohamed Bidjaoui en provenant d'un compte qui est basé en Suisse. On avait soupçonné que le Qatar a utilisé les neveux d'Khalid Bidjaoui, de Mohamed Bidjaoui, pour lui donner de l'argent. Et Mohamed Bidjaoui aurait donné un verdict qui aurait été favorable au Qatar au détriment du Bahreïn. Le Bahreïn, par la suite, il a demandé à des sociétés d'investigation, à des détectives privés d'enquêter sur Mohamed Bidjaoui pour déposer plainte contre lui au niveau de la justice française. Mais en parallèle, Khalid Bidjaoui a continué à faire du business et on soupçonne par exemple qu'il y a eu des liens directs et indirects entre Khalid Bidjaoui et son oncle Mohamed Bidjaoui sur des comptes en Suisse pour un montant exorbitant de 22 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu 22 millions de dollars qui ont été donnés ou qui ont été transférés ou qui ont été versés ou virés par Khalid Bidjaoui vers son oncle, vers des comptes qui appartiennent directement ou indirectement, qui sont liés directement ou indirectement à son compte, parce qu'il y a les prêtements, l'utilisation des noms des filles, des enfants, etc. Et des virements de 22 millions de dollars. Donc, c'est quand même important, très très important, 22 millions de dollars. Et c'est pour ça que la justice française est en train d'enquêter. Elle pense que les juges français soupçonnent que que l'argent, les millions de dollars qui ont été transférés ou virés par Khalid Bidjaoui à son oncle auraient été blanchis en achetant des biens immobiliers en France. La justice française, par exemple, selon les conclusions de l'enquête du JDD, et il y a les conclusions pour le moment, il y a le montant des sommes qui auraient été impliquées dans des mécanismes présumés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent sur le territoire français s'élève à près de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros que la famille Bidjaoui, entre Mohamed Bidjaoui et Khalid Bidjaoui, ont utilisé ou ont fait transiter par le territoire français ou ont dépensé en France pour acheter des biens immobiliers et des appartements très luxueux. Donc, d'où viennent ces 35 millions d'euros? Est-ce que cet argent provient de la fameuse commission de Saipem qui a été versée à Khalid Bidjaoui, qui a plus de 200 millions de dollars, qui est de 197 millions d'euros et quelques poussières? C'est ça les soupçons. Les investigations judiciaires devraient, au niveau de la justice française, on cherche à savoir la provenance de cet argent. Est-ce que s'il y a l'enquête à l'affaire de corruption de Sonatrach 2 ou de Sonatrach 3, pour laquelle Khalid Bidjaoui, encore une fois, a été acquitté par la justice italienne à la fin de l'année 2020. Sauf que maintenant il s'est installé au Cambodge, il s'est fait naturaliser, il a disparu. Cet argent a circulé entre plusieurs pays, la France, la Suisse, le Liban, Dubaï, Panama, les îles Vierges britanniques, et la vérité n'a jamais été retrouvée. Donc peut-être qu'avec cette enquête menée par le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris sur le patrimoine de Mohamed Bidjaoui, peut-être qu'à la fin de cette enquête, on trouvera une piste qui nous mènera vers la vérité sur l'affaire Sonatrach 2 et 3 et qui pourra nous expliquer enfin où cet argent, est-ce que cet argent c'était de la corruption ou c'était vraiment du business qui était légal et permis.